vraiment et en toute sincérité un très grand plaisir d'être parmi vous. Parce que je le dis à titre personnel, mais je me fais le porte-parole de Jean, parce que je sais qu'il pense la même chose. Pour nous, c'est un retour aux sources, tant un retour aux sources géographiques que professionnelles. Et du coup, on est toujours ravis d'être entre collègues pour discuter de choses qui nous sont chères, et donc évidemment en particulier l'éducation physique. Alors, effectivement, on va faire une présentation à deux voix, ce qui n'est pas toujours facile, mais on a essayé de se coordonner à minima. Alors, pour être le plus clair possible, le plus explicite, enfin, on avait imaginé plusieurs scénarios. On a retenu le plus simple, excusez-nous, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais présenter une première partie autour d'une temporalité assez large, en fait, jusqu'à la fin des années 70. On est en histoire, je suis désolé. Et puis Jean prendra le relais pour la période qui suivra, mais avec, vous allez voir, plusieurs fils directeurs qui nous sont communs et qui permettront, j'espère, de donner du sens un petit peu à notre propos. Alors moi, je suis tout particulièrement sensible aussi à ce que vous a dit Stéphane à la fin de sa prise de parole, c'est-à-dire que je ne suis pas très fan des monologues, en fait. Et je prends beaucoup plus de plaisir dans les échanges, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Pour moi, c'est en même temps un défi pour ceux qui me connaissent un petit peu. Mais voilà, je vais faire cet effort parce que c'est vraiment dans les interactions que je crois que les choses vont être beaucoup plus riches. Alors effectivement, vous le constatez par rapport au titre de notre intervention, hein, l'idée c'était, ce que j'aime à dire souvent, d'en rester au ras des pâquerettes. Mais dans ma bouche, c'est absolument pas méprisant, au contraire, c'est plutôt très très valorisant. C'est-à-dire d'essayer d'approcher la réalité, ce qu'on appelle le terrain des enseignants d'éducation physique. Alors, il se trouve que la dernière biennale était sur l'enseignant au cours de la leçon de PS. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais l'un de nos défis qu'on essaye de tenir avec Jean depuis quelques années, même si maintenant on est géographiquement éloigné. Des fois la séparation n'est pas facile. J'espère qu'on ne va pas divorcer. Mais voilà, le défi qu'on s'est donné il y a quelques années, c'est vraiment d'essayer d'approcher au plus près ce qui se fait dans les établissements scolaires, ce qui se fait sur le terrain. Alors évidemment, sur des temporalités assez proches, c'est pas très compliqué, hein. On va voir, on se déplace, on va discuter avec les collègues, on échange, on filme, bon, bref, voilà, toute une série de méthodes assez classiques. Vous l'imaginez bien, en histoire, ça commence à devenir beaucoup plus difficile, et je vous dis pas quand on essaye de s'approcher des pâquerettes au 19e siècle. Donc en fait, la présentation, finalement, elle va essayer de s'approcher de cette réalité et de voir un petit peu la manière dont on peut s'y prendre avec des éclairages le plus précis possible, hein, qui peuvent prendre la forme d'exemple, mais je vais y revenir tout à l'heure. Cette histoire des pratiques, évidemment, elle interroge à plusieurs égards. Le premier niveau d'interrogation, c'est l'histoire, en fait. C'est la discipline historique. Alors, peut-être que vous le savez ou pas, mais dans le domaine de l'histoire, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs démarches. Et dans le domaine de l'histoire de l'éducation physique, il y a une démarche qui a été hyper dominante jusqu'à pas très longtemps. Elle est encore très présente chez certains collègues. C'est une démarche qui favorisait les discours, en fait. Ce qu'on appelle de manière un peu pompeux le curriculum formel, c'est-à-dire l'étude des textes officiels, des programmes, des discours dits des grands pédagogues, hein, de Méran à Parlebas en passant par Le Bouch et tous les grands noms. Je déteste cette terminologie, mais je l'utilise quand même parce que ça permet d'être le plus clair possible, de tous les grands noms qui ont jalonné l'éducation physique. Autant vous le dire de manière un peu brutale, et là aussi je me fais la voix de Jean, mais je ne crois pas trop me tromper, c'est une histoire qui nous fatigue. Je le dis de manière très très soft. C'est une histoire qu'on ne trouve pas très passionnante parce qu'en fait c'est une histoire qui se regarde le nombril mais qui témoigne de pas grand chose en fait. Parce qu'évidemment, on le sait aujourd'hui, ce qui se dit dans les textes, c'est pas forcément et rarement même ce qui se fait sur le terrain. Alors encore une fois, quand on remonte dans le temps, c'est encore pire. Donc c'est pour cette raison que nous on s'attache,
on essaye de s'attacher à porter un regard, un éclairage sur ce qu'on appelle, là aussi de manière un peu pompeuse, je ne sais pas si ça se dit, notamment si on reprend les travaux en sociologie, du curriculum réel. Et c'est là en fait où on se confronte à une vraie difficulté, c'est qu'évidemment la construction de la réalité, elle est complexe, elle est plurielle, elle est diverse, et ça nous amène évidemment à jongler avec plusieurs dimensions qui parfois ne vont pas toujours ensemble. Alors évidemment, les indicateurs peuvent renvoyer à ce que sont les enseignants, parce qu'évidemment c'est d'abord eux qui incarnent la réalité. C'est une discipline charnelle, l'éducation physique, elle est incarnée par des individus. Donc pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils espèrent faire ou pas faire, c'est essayer de décortiquer les formations qu'ils ont suivies. Formation initiale, alors là c'est pareil, c'est tellement hétéroclite, tellement diversifié que parfois on bute face à de très grandes contradictions. Et vous allez voir que peut-être que dans les échanges, vous allez nous renvoyer ça. Parfois on est assez contradictoire en fait. Parce que ce qui se fait à Marseille, au hasard, évidemment n'est pas ce qui se fait à Strasbourg, à Rennes ou à Lille. J'ai fait le tour, comme ça je suis tranquille. J'ai oublié Bordeaux. Et du coup, évidemment, sur un même moment, face à des mêmes publics, en fait, on a des éducations physiques. Deuxième élément qui nous fatigue. C'est-à-dire que l'EPS est loin d'être unique, une et indivisible. C'est une discipline probablement beaucoup plus que les autres, qui est éminemment diverse. Et là aussi, on va essayer de le voir et de jongler, parce qu'évidemment, les formations initiales, derrière vont arriver les formations continues, les statuts, alors les professeurs, les chargés d'enseignement, les maîtres d'éducation physique qui sont des anciens moniteurs, les titulaires du CAEG, bref, on voit que là on commence à mettre le doigt sur quelque chose qui est encore une fois qui est très diversifié. Sur ça évidemment, parmi les indicateurs, évidemment il y a tout ce qu'on appelle les vecteurs professionnels, c'est-à-dire le monde associatif, on est réunis par la EPS, elle joue quand même un rôle structurant depuis plusieurs décennies. Mais ce n'est pas la seule, il y a d'autres associations, il y a des syndicats. Bref, on voit bien que la stratosphère ou la galaxie plutôt éducation physique, elle est tiraillée autour de différentes polarités qui participent à la façonner certes, mais qui conduisent aussi à, encore une fois, avoir des difficultés à approcher un petit peu les choses. Donc évidemment, ça nous amène à problématiser un petit peu notre réflexion, et vous le voyez, on pourrait quasiment avoir la même approche dans le domaine des sciences de l'intervention, plus connu dans le cadre des concours sous le nom d'écrit 2. Mais voilà, il n'y a pas qu'un écrit 2 qu'on fait des sciences de l'intervention, évidemment, par l'intermédiaire de l'approche par compétences. Même en histoire, évidemment, vous voyez, on essaye de mobiliser un certain nombre de cadres théoriques et d'éclairage pour essayer, encore une fois, de comprendre. Et vous le voyez, évidemment, la question des compétences, elle nous renvoie au savoir-être, aux valeurs, aux représentations, au processus de socialisation professionnelle. Donc tout ce que je disais un petit peu tout à l'heure, à la question de l'expérience et des savoirs expérientiels au cours de la carrière. Alors 35, 40 ans, maintenant demain 50 ans peut-être de carrière, ça ne fait pas rêver, mais c'est comme ça. Donc évidemment, il y a des choses qui se jouent, il y a des inflexions biographiques, il y a des changements au sein d'un même parcours mais d'enseignants. Donc évidemment, là aussi, ça conduit aussi à considérer que l'approche historique ne doit pas être monolithique, ce qu'on voit aussi trop souvent. On le voit dans les formations, on le voit souvent dans les concours, on le voit même dans certains travaux qui relèvent d'une approche académique. Et du coup, voilà, c'est aussi ça qu'on essaye de déconstruire. Et finalement, même si on prend un pas de côté par rapport à l'histoire habituelle, mais classique, on a bien une démarche historique, puisque vous savez que l'une des caractéristiques importantes de l'histoire, c'est de s'attacher au processus en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des éclairages à un instant T, mais on essaie de comprendre les dynamiques qui participent à créer un processus au sein d'une communauté, d'un espace, d'un territoire, d'une discipline, et dans quelle mesure ce processus participe à façonner, à structurer quelque chose en fait. Et le dernier élément que je voulais souligner, c'est un élément qui m'est cher, auquel je tiens beaucoup, c'est ce que j'ai mis sur la diapositive, c'est la question générationnelle en fait. C'est-à-dire que, et je l'ai un petit peu évoqué, l'élément aussi à ne pas oublier, à avoir en tête, c'est que naturellement, une carrière, ça dure longtemps.
ça va durer de plus en plus longtemps et j'ai évoqué la question des inflexions de parcours. Et ça aussi, quand on a une démarche de compréhension du réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce que les gens qu'on va observer, enseigner volontairement, je prends une période très récente, les années 2000, pour un certain nombre, 2000 moins 40, j'ai été bon en maths à une époque, ça fait 1960 en fait. Donc c'est des gens qui ont été formés en 1960, mais ils ont été formés à quoi? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont acquis, qu'est-ce qu'ils ont capitalisé en termes de compétences. Donc forcément, là aussi, on est systématiquement obligé de faire un pas de côté pour essayer de remonter, même si c'est le fameux hors-période qui obsède un peu tout le monde dans les concours, même si on est obligé de remonter sur des périodes un petit peu plus anciennes, vous comprenez bien que ça permet d'expliquer pourquoi, je prends des exemples au hasard, par le bas, c'est fait lourder assez rapidement de l'espace éducation physique, parce que par le bas, dans les années 70, il a peut-être 20 ou 30 ans d'écart et les mecs, ils ne le comprennent pas, quoi. Enfin, je simplifie un petit peu, mais c'est quand même ça, mais qui se joue. C'est pour ça que Robert Méran, quand on parle du sport de l'enfant dans les années 60, Robert Méran, c'est important, c'est important ce qu'il formalise, mais à part lui, sa copine et ses copains, le sport de l'enfant, tout le monde s'en fout en fait, au tout début des années 60. Parce qu'évidemment, les urgences, la réalité, 1960 moins 40, 1920, alors évidemment, ils n'ont pas tous été formés en 1920, surtout qu'en 1920, il n'y avait pas vraiment de formation, donc ça complique encore plus. Mais le gros des cohortes, c'est au cours des années 40-50, c'est des gens qui ont été formés à d'autres approches, à d'autres méthodologies. Donc cette question des décalages aussi, je crois qu'elle est importante à avoir en tête pour essayer, encore une fois, de comprendre un petit peu cette réalité qui est toujours complexe. Donc voilà un petit peu brossé à grands traits le cadre dans lequel on va se situer durant cette soirée. Donc je le disais, pour ma présentation, pour ma partie, si je puis dire, j'ai retenu en fait deux conjonctures qui me paraissent assez significatives et justement sur lesquelles on peut discuter et voir un petit peu sur quoi les choses se jouent. Donc c'est des conjonctures qui peuvent prendre une forme d'exemple, mais vous allez voir qu'ils vont aussi permettre de saisir un certain nombre de dynamiques. Donc la première conjoncture qui m'a occupé, qui m'a intéressé, alors volontairement, je prends deux conjonctures qui en général sont chuntées dans les concours, même dans les formations. C'est-à-dire la première, vous le voyez, c'est les années 50 et la deuxième, c'est les années 70. Et volontairement, mais je l'assume, après on pourra en discuter, je fais un grand bond au-dessus de ces fameux 60s qui obsèdent tout le monde, mais sur lesquels on aurait beaucoup à dire. Donc, vous voyez, ces années 50, volontairement, je vous ai retranscrit un témoignage alors, d'un bouquin, là aussi, qui est peu mobilisé, qui est rarement mobilisé, mais qui est assez incroyable. Vous le voyez, le titre, ça nous parle tous, je crois. Le titre, Le prof de gym, d'un collègue, en fait, Émile Lefranc, en fait, qui part à la retraite. Il part à la retraite à cette date. Et en fait, il a besoin de faire un témoignage. Donc, c'est un gros bouquin qui fait plus de 200 pages de mémoire, 250 pages. Donc, sous forme plutôt romancée. Et en fait, il raconte sa vie. Donc, pour l'historien, vous imaginez, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc sur lequel on tombe assez rarement, en fait. Et donc, c'est intéressant. Je vous dis, 1952, moins 40, 1912, probablement, c'est un gars qui a été formé, recruté durant le début du XXe siècle. Et pourquoi, moi, cette citation, cette position, elle m'intéresse? C'est parce que vous le voyez, en fait, elle témoigne d'un quoi? Elle témoigne de quoi? Elle témoigne de deux choses. Elle témoigne d'un choc de génération, en fait. On voit bien que c'est le même métier, mais c'est deux personnes qui s'ignorent totalement. Lefranc et Besson, en fait, c'est deux mondes, comme dirait Macron, c'est le nouveau monde et l'ancien monde, en fait. Mais on va voir que finalement, le nouveau monde, il n'est pas si loin que ça que l'ancien monde aussi, un peu comme Macron, en fait. Et le deuxième élément qui, je trouve, est intéressant, il témoigne aussi fait d'un moment de bascule en fait. Alors, pas de rupture, parce que la rupture en histoire, ça se discute aussi. Pas vraiment de vraie rupture, mais d'un moment de bascule où on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer. Et je dis, il y a deux choses qui m'intéressent, mais en fait, il y en a aussi une troisième, c'est que ce moment qui semble se dessiner, en fait, de profond changement, est un moment où sur le curriculum formel, il ne se passe rien. Il n'y a pas de nouveau texte officiel, il n'y a pas de prise de position finalement très ambitieuse. Alors évidemment, il y a des pédagogues qui se positionnent, etc. Mais l'observateur qui essaierait de comprendre ce qui se joue dans les années 50, et d'ailleurs ça a été écrit mais souvent, pourrait dire qu'il ne se passe rien. Or, vous le voyez,
ce que nous dit Lefranc, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en fait. On voit, il dépeint son rapport à l'élève, qui est quand même un rapport assez particulier, on pourrait dire. Cette forme de mépris, de distance qui s'est mis en place, avec des termes quand même qu'on n'oserait pas utiliser aujourd'hui, enfin on oserait mais en petit comité. Également, rapport au contenu, on voit bien qu'il nous témoigne que finalement c'est une personne qui est en profonde difficulté professionnelle, cet Émile Lefranc. Parce qu'il voit arriver le football, c'est l'exemple qui est pris, mais il voit arriver aussi de nouveaux supports, de nouvelles activités. Et finalement, il se sent incompétent en fait, il se sent en difficulté, il se sent marginalisé. Face à une réalité qui est très mouvante face à lui et à l'égard de laquelle il se sent en quelque sorte démuni. J'insiste parce qu'en fait c'est des situations qu'on retrouve assez régulièrement dans l'histoire. Et là aussi, je lance une perche, mais sur laquelle évidemment on pourra discuter ou pas. Mais je crois qu'en 2019, on n'est pas si éloigné que ça de la situation d'Émile Lefranc. Alors évidemment, les situations sont différentes, les interpellations sont aussi, évidemment, ne sont pas identiques, mais néanmoins, je crois qu'on est dans un moment aussi de bascule, comme l'ont été les années 50, qui participe finalement à interroger ce qu'est l'éducation physique, à interpeller les enseignants, et évidemment ce qui les a amenés inévitablement à se positionner. Donc cette bascule, ce moment de bascule, mais je disais évidemment qui va participer à totalement reconfigurer l'identité à la fois de l'éducation physique au sens générique du terme, et je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas pertinent, donc je ne vais pas le dire, mais des éducations physiques. Évidemment, elle est dépendante de toute une série de facteurs et finalement on retrouve les indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure en fait. Alors vous voyez, on pourrait presque commencer par un indicateur du curriculum réel, mais il est tellement déconnecté du réel, du curriculum formel, excusez-moi, mais il est tellement déconnecté qu'il prend encore plus de force. Évidemment, je fais référence au décret du 25 mai 1950 que vous connaissez tous, qui a participé à nous façonner en tant qu'enseignants d'éducation physique. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce fameux décret sur les services en fait. C'est-à-dire qu'avant le décret du 25 mai 1950, les enseignants avaient des services qui étaient assez conséquents, notamment dans le domaine de l'éducation physique. Les moniteurs pouvaient travailler 30 heures par semaine, les professeurs en faisaient 25 heures. Voilà, mais à partir de ce décret, vous le savez, les certifiés, puisqu'à l'époque en EPS il n'y a pas d'agrégé, mais les certifiés passent à 17 heures par semaine. Alors évidemment, c'est un décret qui est loin de concerner que l'éducation physique, qui concerne toutes les disciplines scolaires, tous les emplois, ce qu'on appellerait aujourd'hui les BIATS, etc. Il y a tout, mais il y a tout qui est listé. Et évidemment, vous comprenez bien pourquoi j'en parle un petit peu et j'y passe du temps, mais on pourrait y passer 3 heures en fait. Ce qui change tout, c'est les 3 heures MEDAS en fait. C'est-à-dire qu'on peut quasiment faire l'hypothèse que ce qui met en difficulté Lefranc, qu'on a vu tout à l'heure, c'est ces fameuses 3 heures d'AS. Parce que même les plus réticents, même les plus opposés, même ceux qui ont un discours extrêmement critique à l'égard de la pratique sportive parmi les plus jeunes, au 1er septembre 1950, ils sont obligés de s'y coller en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que sans aucune impulsion institutionnelle, sans aucune décision quelconque, on a essayé de fouiller, on a essayé d'identifier des choses, mais il n'y a rien en fait. Et dans les témoignages, mais c'est quelque chose qui est confirmé, en fait on va avoir un processus de perméabilité qui va progressivement se construire entre l'association sportive et la leçon. C'est-à-dire qu'on constate que pendant l'année 1950-1951, évidemment, tout le monde essaye d'organiser des leçons ou des séances plutôt MEDAS, parce que forcément, sinon on est moins payé. Donc c'est un peu l'épée de Damoclès, on fait l'effort, quoi. Et puis ils s'aperçoivent que ça marche pas trop mal en fait, et que ça remobilise des gamins qui étaient en perte de vitesse, le taux d'absentéisme qui était phénoménal. Et donc, à partir de l'année 1951-1952, on voit de plus en plus d'enseignants qui essayent d'introduire des moments sportifs au sein de la leçon. Et puis progressivement, évidemment, ça va s'accroître sans qu'aucun texte officiel ne vous dise il faut que la leçon soit organisée de telle manière ou de telle manière. Je vous rappelle qu'on est toujours sur le régime des instructions ministérielles de 1945, qui sont des instructions ministérielles qui sont très classiques, où il faut faire de la corrective, de la gymnastique de maintien, un petit peu de sport, certes, mais c'est pas central. Or, on voit que sur le terrain, c'est en train d'être un tsunami, en fait. C'est-à-dire que ce texte-là, qui ne vous parle pas de contenu, qui ne vous parle pas de péda, qui vous parle pas mais de la réalité,
il est en train de provoquer un tremblement de terre à l'échelle de l'éducation physique, et je dirais même un tremblement de terre à l'égard de à l'échelle de la société française. Parce que j'ai dit que je ne parlais pas des 60s, mais je vais quand même faire un petit détour. Même si on est en 1950, la sportivisation de la société française, en fait, elle commence avec ce texte, elle commence avec un autre, en fait. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer à l'âge... à la fin de l'adolescence ou en tant que jeune adulte, 17-18 ans à partir des années 60, c'est les premiers à avoir accès à une pratique commune, partagée, diversifiée. Et donc forcément, après leur scolarité, c'est aussi la première génération qui va se dire, plutôt que de me sacrifier dans le boulot, je vais peut-être faire des loisirs et des pratiques sportives. Et en fait, le mouvement va être lancé, on le sait bien, à très grande échelle. Je prends un deuxième exemple, l'explosion des APPN dans les années 70, c'est eux aussi en fait, parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé que ceux qui importent la planche à voile, le ski de bosse et d'autres activités de pleine nature, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans, donc qui sortent de cette école-là en fait. Et donc on voit bien que là on a un processus d'acculturation qui est en train de se mettre en place, évidemment, qui n'est pas voulu sur la longue durée, mais qui va avoir des répercussions assez incroyables. Et on voit qu'autour de ce moment-là, on va avoir toute une série d'éléments qui va se greffer. Alors évidemment, on est invité par la EPS, donc je ne pouvais pas ne pas faire référence à la EPS. Premier stage de formation continue, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, mais premier stage de formation continue organisé par ce qui s'appelle pas la EPS, mais l'amicale des élèves et des anciens élèves de l'ENEP, c'est l'été 1950. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce stage ? En gros, je vous passe les détails, mais à la louche, ils font 2 tiers de sport, 1 tiers de gymnastique traditionnelle. C'est la première fois qu'on a des gens qui sont formés à ce type de pratique. Évidemment, c'est aussi un effet de masse, puisque je l'ai dit, je l'ai écrit, de l'arrivée sur le terrain d'une nouvelle génération formée dans les IREPS, IREP puis IREPS, à partir du début des années 30, où on voit que là aussi, quand on décortique les plans de formation des différents IREP qui se créent, qui se structurent à travers le territoire, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus formés à des pratiques sportives. Alors évidemment, ils ne font pas du badminton, du tennis de table ou de la lutte, on est bien d'accord, mais de l'athlé, de la natation, de la gymnastique, et puis progressivement certains sports collectifs, mais qui commencent à irriguer les leçons. Et l'autre élément, et là on renvoie aussi à Lefranc, forcément on leur parle de l'élève en fait, ce grand inconnu de l'histoire de l'éducation physique, c'est-à-dire que c'est les premiers qui vont avoir une sensibilité pédagogique, un intérêt, une volonté pédagogique, surtout que ceux qui créent l'amicale en 1936, nos prédécesseurs, c'est des gens qui sont la plupart du temps des anciens instituteurs, donc qui ont cette fibre-là, cette sensibilité. Donc en fait on voit bien que le moment 50, en fait, c'est un moment qui réunit tous les ingrédients d'une mayonnaise qui va inévitablement prendre et qui va totalement balayer les choses. Alors évidemment, je pourrais continuer, je l'ai dit, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon Jean va commencer à me faire les gros yeux. Mais la question des maîtres d'éducation physique, nouveaux métiers, nouveaux statuts qui sont un peu en opposition avec les professeurs à cette époque-là, vont aussi conduire à interroger, à réinjecter une forme de modernité pédagogique à ce moment-là. Évidemment, je terminerai sur ces éléments-là, sur ces différents indicateurs. Là aussi, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, mais avec la naissance de la revue EPS, dont le premier numéro, il sort quand ? En juillet-août 1950. Et juillet-août, c'est 3 mois après, quoi. Donc on voit bien que clairement, il est en train de se passer quelque chose. Et la revue EPS, on le sait, au moins dans ces années-là, c'est une revue de propagande pédagogique, qui fait des choix éclairés peut-être, mais qui défend une certaine approche, une certaine conception de l'éducation physique. Alors évidemment, là aussi, il faudrait passer du temps et mener une analyse de contenu de cette revue. Mais on mesure bien que on a l'émergence de nouveaux visages. Alors, excusez-moi, des visages essentiellement masculins, parce qu'en même temps, c'est une période de grands changements, mais qui aussi contribue à renforcer certains stéréotypes, certaines formes de domination professionnelle. Et on voit bien que les femmes sont quand même singulièrement absentes, et quand elles sont présentes dans les colonnes de la revue EPS, elles font quoi ? Elles font de la gymnastique esthétique, elles font des activités renvoyant aux stéréotypes de la féminité. Donc l'EPS dans ces années-là, c'est pas une discipline d'émancipation, c'est même surtout une discipline qui renforce un certain nombre de stéréotypes. On a plein d'exemples d'enseignantes
qui par ailleurs ont une carrière sportive internationale de très haut niveau. Ouais, je pense mais notamment à celle qui va entraîner Christine Caron et qui va l'amener à obtenir une médaille olympique en 1964. Et bien, quand on regarde ce qu'elle écrit dans la revue EPS, eh ben, elle écrit des articles sur la natation synchronisée parce que ça reste d'abord et avant tout une femme avant d'être quelqu'un qui est compétent dans le domaine sportif. Donc voilà, là aussi il faut nuancer, il faut discuter un petit peu les choses. Donc, mais je disais, l'émergence de nouvelles figures, hein, alors certains vous les connaissez, j'imagine Jean Vivès ou Justin Tessier vous les connaissez, Jean Pinturo peut-être un petit peu moins, hein. C'est des gens qui sont très actifs dans certaines activités et on le voit, ils essayent de formaliser, de réfléchir, hein. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas au moins pour ces acteurs-là d'importer une pratique qui se veut moderne dans les établissements scolaires pour renouveler les contenus mais sans aller beaucoup plus loin. On voit bien que déjà, dès 1950, ils sont sur une approche liée à des formes de transversalité au sein d'un même groupe d'activités. C'est le cas de Jean Vivès, mais dans l'exemple que je vous ai mis, c'est aussi évidemment et surtout l'exemple de Justin Tessier qui lui est très novateur pour l'époque à l'échelle des sports collectifs. Il commence même à s'intéresser déjà aux non-porteurs de balles, alors qu'à l'époque évidemment on est obsédé par celui qui a le ballon. Et donc en fait on voit bien que ces individus-là, ces acteurs-là, mais encore une fois la liste est très loin d'être exhaustive, participent à refaçonner, une nouvelle forme identitaire de la discipline en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que là on change d'approche, de vision, de regard, de conception. Évidemment tout ça repose aussi sur des approches théoriques, mais on voit que l'identité de l'éducation physique est en train d'être refaçonnée face à une situation, alors évidemment, je n'ai pas fait référence à un contexte aussi très particulier, mais face à une situation dans laquelle elle est mise en difficulté, elle paraît régresser. Et on voit bien que là, il y a une action extrêmement volontariste et ambitieuse de la part de ces enseignants qui assument dans une certaine mesure le changement, mais qui vont encore plus loin pour essayer de conserver quelque part des stigmates qui permettent de les particulariser dans un espace qui est en train de se complexifier. Et là aussi, j'y vois des points communs, des éléments communs avec la période qu'on est en train de vivre depuis quelques années et face à laquelle, je crois, l'histoire va s'accélérer parce qu'il ne nous a pas échappé que dans 5 ans, il se passe un micro-événement en région parisienne et que tout est organisé autour de ça. Toutes les réflexions, toutes les conceptions aujourd'hui sont mobilisées autour de ces éléments-là. Et le rapport de la Cour des comptes de 2019, qui est sorti il y a 3 semaines, un mois, mais de mémoire, évidemment, en est quasiment l'exégèse en fait. Et en fait, quand on lit ce rapport de la Cour des comptes, on retrouve pas mal d'indicateurs des années 50.